L'eau semblait limpide, aussi limpide que le reflet d'un miroir, aussi froide qu'une symphonie alpine qui vous glace les dents, glissant sur des pierres d'ardoisis. Elle avait tout ce que vos coûteux manuels de survie qualifient de sûr, tout ce que vos experts, ces formateurs qui distribuent des certificats lors de stages le week-end, qualifient de potable. J'étais là. Je me trouvais dans l'ombre, sur la branche la plus épaisse du chêne. Je l'observais. Il portait une veste technique à 500 €, toute neuve, dont l'étiquette n'avait même pas été retirée. C'était un citadin. Peut-être s'était-il enfui de Paris, peut-être de Lyon, pour se retrouver dans la nature. Il avait soif. Il plongea sa gourde dans le ruisseau cristallin et but à grandes gorgées. C'était comme s'il buvait la vie elle-même. À ce moment-là, il ne savait pas qu'il creusait sa propre tombe. 3 jours plus tard, lorsqu'il essayait de se lever, ses jambes tremblaient comme de la gelée. Le 5e jour, il avait vomi le peu de bile qui lui restait dans l'estomac, dans la verdure de la forêt. Le 7e jour, le camp était silencieux. Il ne restait plus qu'un sac de couchage coûteux et trempé, des équipements sophistiqués éparpillés et désormais inutiles, et une paire de traces de bottes qui s'enfonçaient dans les profondeurs de la forêt pour se fondre dans le néant. Ce n'est pas l'eau qui l'a tué, c'est son éducation, c'est son arrogance. Écoutez, je suis un raton laveur. Je suis cette ombre que vous appelez nuisible et qui fouille dans vos poubelles. Mais je suis en vie. Lui, il est mort. Parce que je connais le sombre secret que personne ne vous a jamais révélé sur la survie. La véritable menace, ce ne sont pas les choses que vous ignorez. Tout idiot a peur de ce qu'il ne connaît pas. Vous avez peur du noir, vous avez peur des ours. Cela vous permet de rester en vie. La véritable menace, ce sont les informations dont vous êtes sûr, mais qui sont complètement fausses, au point d'en être catastrophiques. C'est ce qu'on appelle une erreur de certitude. Cette décision que vous prenez sans hésitation, sans aucun doute, parce qu'une personne de confiance vous l'a enseignée, parce que c'est ce qui était écrit dans ce maudit manuel, parce que tout le monde pense que c'est vrai. Et maintenant, laissez-moi vous dire la vérité qui devrait vous faire dresser les cheveux sur la tête. En ce moment même, vous portez dans votre cerveau au moins 5 de ces erreurs, semées comme des mines terrestres. Des erreurs que nous croyons vraies. Ce ne sont pas des connaissances qui vous permettent de survivre, ce sont des bombes à retardement qui exploseront en cas de crise et vous emporteront avec elles. Je le sais, parce que je les ai rencontrés moi aussi. Nous, les enfants de la forêt, nous commettons aussi des erreurs, mais nous en payons le prix immédiatement. Votre civilisation vous a donné le luxe de pouvoir reporter vos erreurs. Mais lorsque la civilisation s'effondre, ce luxe disparaît. Aujourd'hui, je vais détruire ces mines. Toutes. À commencer par cette stupide légende qui se trouve dans votre sac d'urgence pour 72 heures et qui indique votre position à tous les pillards désespérés qui se trouvent actuellement à 5 km de là. Considérez cela comme une analyse de système. Voyons quel code défectueux fonctionne dans votre tête. Ces légendes ont survécu pour une raison. Elles semblaient vraies. Elles contenaient suffisamment de grains de vérité pour être crédibles. Elles ont été répétées par des personnes qui auraient dû mieux savoir. Dans l'ancien monde, lorsque les secours n'étaient qu'un coup de fil, cela n'avait pas d'importance. Une information erronée signifiait un mauvais séjour en camping, quelques nausées et une anecdote amusante à raconter à vos amis au bar. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de plus tard. Une information erronée peut être synonyme de mort. Aujourd'hui, je vais démystifier 5 légendes. Je ne parle pas de ces choses évidentes que tout le monde sait être stupides. Je ne parle pas de cette absurdité qui consiste à boire son urine. Personne n'y croit de toute façon. Je parle des mythes sophistiqués, ceux qui semblent intelligents, ceux auxquels croient les survivalistes expérimentés et les passionnés de survie, parce qu'ils proviennent de sources fiables. Pour chaque mythe, je vais vous donner 3 choses, avec une honnêteté sans faille. Les informations erronées, la sagesse traditionnelle que vous répétez sans la remettre en question. Le mécanisme mortel, la raison précise pour laquelle ce conseil vous tuera biologiquement, physiquement ou tactiquement. Le protocole réel, ce qui fonctionne vraiment si l'équipe de secours ne vient pas et que vous n'avez pas de seconde chance. Pas de débat théorique, pas de discussion philosophique. Juste la mathématique brutale et impitoyable de la survie, dans un monde où la marge d'erreur est nulle. Êtes-vous prêts? C'est parti. Mythe numéro 1.
L'erreur du gourmet de la forêt. Fausse information. Si les animaux peuvent le manger, vous pouvez le manger aussi. Ce mythe a probablement tué plus d'humains que la plupart des animaux prédateurs au cours de l'histoire. Le raisonnement semble tout à fait imparable, n'est-ce pas? Imaginons le scénario. Vous avez faim. Vous n'avez rien mangé depuis 2 jours. Votre estomac est collé à votre dos. Vous apercevez un écureuil, ou l'un de mes cousins, qui mange avec appétit des fruits rouges brillants dans les buissons. Vous l'observez pendant 5 minutes. L'écureuil avale une douzaine de fruits. Le pauvre animal semble en pleine forme, en bonne santé, voire plein d'énergie. Votre cerveau exécute son ancien code erroné. Ces fruits doivent être comestibles, n'est-ce pas? Le testeur de saveur de la nature vous a donné son feu vert. Allez, c'est l'heure du festin. Voici ce qui se passe réellement en coulisses. Cet écureuil possède des enzymes métaboliques qui ne se trouvent pas dans votre pauvre corps humain. Son foie peut traiter les alcaloïdes et les glycosides que votre foie humain percevrait comme une crise nucléaire de niveau 5, comme s'il s'agissait d'un verre d'eau. Son système digestif peut neutraliser des composés qui provoqueraient une insuffisance rénale chez vous. Ce qui est un aliment pour cet écureuil est une insuffisance organique pour vous. Des espèces différentes, une biochimie différente, des résultats radicalement différents. Prenons des exemples concrets tirés des forêts françaises. Le nom est très poétique, n'est-ce pas? Les oiseaux adorent ces fruits. Les merles les mangent comme des bonbons. Et si vous en mangez une poignée? Intoxication gastro-intestinale grave, arrêt respiratoire, convulsions et mort potentielle. Les cerfs en mangent régulièrement. Les humains, arythmie cardiaque et arrêt cardiaque. Fruit de l'arbre à poudre. Une fois, j'ai vu un de mes amis ratons laveurs en manger, il avait l'air très content. Consommation humaine, diarrhée sévère aux 2 extrémités, diarrhée sanglante, déshydratation sévère, déséquilibre électrolytique. Mais le plus cruel dans tout cela, c'est que l'empoisonnement par cette plante n'est pas rapide. Vous ne vous effondrez pas immédiatement après avoir mangé ces fruits. Non, ce n'est pas un film hollywoodien. Vos organes s'affaiblissent lentement, jour après jour. La plupart du temps, vous restez conscient. Vous êtes pleinement conscient de tout, tandis que votre foie ou vos reins cessent progressivement de fonctionner, dans une douleur croissante. Vous devenez complètement incapable de fonctionner. Vous ne pouvez plus marcher. Vous ne pouvez plus vous défendre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est rester allongé là et vivre chaque minute de la trahison de votre corps. Et tout cela pourquoi? Pour une poignée de calories dont votre corps n'a en réalité pas besoin. Car ce qu'il ne souligne pas suffisamment dans les cours de survie, c'est que Votre corps dispose déjà d'une réserve de carburant pour 3 semaines. On appelle cela le tissu adipeux, autrement dit, la graisse. C'est votre assurance évolutive contre la famine. Votre corps est conçu pour rester longtemps sans nourriture. Vos ancêtres le faisaient régulièrement. Mais votre corps ne peut pas survivre pendant des heures ou des jours avec une hépatotoxine qui détruit activement votre tissu hépatique ou une néphrotoxine qui obstrue vos reins. Le calcul du rapport risque-récompense est insensé. Vous mettez votre vie en jeu pour 200 calories dont vous n'avez pas encore besoin. C'est comme miser toute votre fortune pour gagner 1 euro au jeu. Le vrai protocole, c'est la règle la plus simple et la plus difficile à apprendre. Si vous ne pouvez pas identifier la plante à 100%, sans l'ombre d'un doute, c'est qu'elle est toxique. Point final. La discussion est close. Ce n'est pas « je pense que c'est sans danger ». Ce n'est pas « ça ressemble aux photos de mon guide de terrain ». Ce n'est pas « elle sent bon » ou « elle n'a pas mauvais goût ». Ce n'est jamais « j'ai vu un animal en manger ». Sans certitude absolue basée sur plusieurs caractéristiques distinctives et vos connaissances personnelles, ne la mettez pas dans votre bouche. Vos priorités pour survivre sont les suivantes. D'abord, l'eau. Ensuite, un abri. Puis la chaleur. La nourriture arrive loin derrière, en 4e position. Vous avez plusieurs semaines avant que la faim ne vous tue. Vous avez quelques jours avant que la déshydratation ne vous tue. Vous avez quelques heures avant que l'hypothermie ne vous emporte. Votre corps transporte déjà le carburant dont vous avez besoin dans cette graisse abdominale que vous détestez. Alors ne mettez pas votre vie en danger en vous essayant à la botanique amateur. Mais l'empoisonnement par les plantes est lent. C'est douloureux, certes. C'est mortel, sans aucun doute. Mais c'est lent. La légende suivante vous tue en quelques heures, pas en quelques jours. Et le plus diabolique dans tout ça, c'est que vous croyez vous sauver la vie alors que vous êtes en train de mourir. Votre corps vous remercie jusqu'à son dernier souffle.
Légende 2. L'hypothermie speedrun. Renseignement erroné, l'alcool vous réchauffe de l'intérieur. Ce n'est pas un froid désagréable, c'est un froid dangereux. Votre température corporelle est tombée en dessous de 35 degrés. Vous ne tremblez plus, ce qui est très mauvais signe, car cela signifie que vous avez dépassé le stade 2 de l'hypothermie. Votre corps a cessé de produire de la chaleur. Vos pensées sont ralenties. Vos doigts ne fonctionnent plus correctement. Vous n'arrivez même plus à fermer votre fermeture éclair. Quelqu'un vous tend une flasque, du cognac, du whisky ou cette eau-de-vie forte que les alpinistes français apprécient tant. Buvez ça, vous dit-on. Ça vous réchauffera et stimulera votre circulation sanguine. Ce conseil se répète depuis des générations. On le retrouve dans les films, les livres, la conscience culturelle. L'image célèbre du chien Saint-Bernard sauvant des alpinistes perdus avec un tonneau de cognac autour du cou. Ah, ce chien. Ce chien est en fait le meilleur ami de la mort. Voici la biologie de la mort dans la gratitude. L'alcool est un vasodilatateur. Il dilate donc les vaisseaux sanguins. Il force vos vaisseaux sanguins à se dilater, à s'ouvrir. À présent, votre corps est déjà en mode urgence. Lorsque votre température centrale baisse, votre système cardiovasculaire prend une décision tactique. Vos mains, vos pieds et votre peau contractent les vaisseaux sanguins et attirent tout le sang chaud vers le centre pour protéger le cœur, les poumons et le cerveau. C'est la raison pour laquelle vos doigts et vos orteils s'engourdissent. Votre corps a fait un calcul impitoyable. Les doigts sont sacrifiables, le cœur ne l'est pas. C'est le mécanisme qui vous maintient en vie. Qu'est-ce passe-t-il lorsque vous buvez de l'alcool? Les vaisseaux sanguins rétrécissent, se dilatent de force. Le précieux sang chaud de votre noyau se précipite rapidement de votre centre vers la surface de votre peau. Cette sensation de chaleur qui se répand dans votre poitrine et vos membres, ce n'est pas de la chaleur produite, c'est de la chaleur perdue. Vous libérez le peu d'énergie thermique qui vous reste à travers votre peau dans l'air glacial. Vous souffrez littéralement d'une hémorragie thermique. Cette sensation de chaleur est en fait la sensation d'une mort plus rapide. Votre corps vous remercie de l'avoir tué. Mais la situation empire. Sous l'effet de l'alcool, votre température centrale continue de baisser rapidement, tandis que votre rythme cardiaque commence à se dérégler. Une arythmie cardiaque se développe. Vos fonctions cérébrales se détériorent encore davantage. Vous commencez à prendre des décisions désastreuses. C'est ce qu'on appelle le déshabillage paradoxal. C'est l'une des dernières étapes avant la mort. Vous ressentez soudainement une chaleur excessive et commencez à vous déshabiller. Les équipes de secours trouvent des cadavres gelés dans la neige, complètement nus, car le cerveau de la personne décédée était tellement confus qu'elle s'est déshabillée par des températures négatives. Et tout cela à cause d'une gorgée qui vous a réchauffé la gorge en descendant dans votre gorge. Le vrai protocole. Il n'y a qu'une seule règle en cas d'hypothermie. Réchauffer le noyau, pas la surface. Vous devez faire entrer la chaleur et non pas laisser davantage de chaleur s'échapper. Évitez le vent. Le vent est un voleur de chaleur. Même une légère brise de 10 km/h augmente considérablement la perte de chaleur par convection. Trouvez ou fabriquez immédiatement un pare-vent. Débarrassez-vous des vêtements mouillés, cela ne fait aucun doute. L'eau conduit la chaleur 25 fois plus vite que l'air. Un tissu mouillé est pire que pas de tissu du tout. Le coton mouillé tue. Les jeans mouillés tuent. Même si cela signifie rester nu, enlevez-les et enveloppez-vous dans quelque chose de sec, comme un sac de couchage, un sac poubelle ou un tas de feuilles sèches. Source de chaleur externe. Si vous pouvez allumer un feu, faites-le. Restez près du feu. S'il y a une autre personne, mettez votre pudeur de côté. Le contact peau à peau à l'intérieur d'une couverture de survie est vital. Il ne s'agit pas d'un câlin, mais d'une procédure médicale. Vous transférez directement la chaleur d'une personne à l'autre. Boisson chaude et sucrée. Voici le véritable élixir. Thé chaud, eau chaude mélangée à du sucre ou du miel, bouillon chaud. Cela vous apporte deux choses essentielles. Une source de chaleur externe qui va directement dans votre estomac et votre noyau. Des glucides simples, combustibles, que votre corps peut métaboliser immédiatement pour produire sa propre chaleur. Votre corps est un four, il peut produire de la chaleur, mais il a besoin de carburant. Le sucre est un carburant rapide. Pas d'alcool, pas de café ou de thé contenant de la caféine. Les deux sont diurétiques, ils font uriner, ce qui vous fait perdre des liquides. Les deux sont vasodilatateurs. Ils vous donnent l'impression d'être bénéfiques, mais en réalité, ils vous mènent tout droit à la tombe. Réchauffez votre noyau. Conservez la chaleur à l'intérieur.
Alimentez votre corps. Tout le reste n'est qu'une comédie qui vous tue. Vous êtes maintenant réchauffé, vous êtes sec. La crise a-t-elle été évitée? Non. Car la prochaine menace est déjà en vous et commence déjà à se multiplier dans vos intestins. Et le plus insidieux, c'est qu'elle semblait totalement inoffensive, voire saine, lorsqu'elle est entrée. Êtes-vous tombé dans le piège de l'eau claire? Avez-vous paniqué et épuisé votre énergie en construisant un abri inutile? Ou pensez-vous que votre équipement coûteux vous protégera? Ce sont là des erreurs mortelles que nous aborderons dans la prochaine partie. Je suis le raton. Je ferme le couvercle de ma poubelle. Pour l'instant. Sujet: le piège de l'eau, l'épuisement calorique et le fétichisme de l'équipement. Lieu: les profondeurs des Alpes françaises, là où la civilisation s'arrête. Vous avez échappé à l'attrait des fruits toxiques. Vous avez refusé la bouteille de cognac qui vous invitait à sombrer dans le doux sommeil narcotique de l'hypothermie. Vous êtes maintenant au chaud, au sec, et vous vous sentez comme un survivant. Mais ce sentiment n'est qu'une illusion, car la nature n'a pas encore joué sa carte la plus perfide. La prochaine menace ne vous tuera pas en vous effrayant, mais en vous envoûtant. C'est le plus beau mensonge de la forêt. Et ce mensonge est impatient de s'installer dans vos intestins. Mythe 3. Le syndrome de la clarté cristalline. Renseignement erroné. Si l'eau est claire, froide et cool, elle est propre. Imaginez la scène. Vous vous trouvez dans un coin préservé du Massif central où vous marchez à l'ombre des Pyrénées. Un ruisseau apparaît devant vous. L'eau coule joyeusement en moussant sur les pierres lisses et grises. Elle est cristalline. Elle est si transparente que vous pouvez compter les veines d'un seul caillou à 1 mètre de profondeur. La lumière du soleil danse sur l'eau, qui brille comme si Dieu lui-même l'avait bénie. Cela ressemble aux publicités coûteuses pour Evian ou Volvic que vous voyez à la télévision, n'est-ce pas? La nature vous murmure « Buvez-moi, je suis pureté, je suis vie ». Le que vous disaient tous ces vieux livres poussiéreux sur la survie? L'eau qui coule est plus sûre que l'eau stagnante. Que vous disaient vos instructeurs urbains certifiés? Les torrents de montagne qui coulent rapidement présentent peu de risques. Le raisonnement semble simple. L'eau est en mouvement, elle s'oxygène, elle heurte les rochers. Elle doit s'auto-purifier, n'est-ce pas? Vous plongez votre gourde dans cette eau glacée. Vous buvez à grandes gorgées. Vous sentez vos cellules se réjouir tandis que l'eau froide descend dans votre gorge. Félicitations. Vous venez d'avaler une arme biologique. Voici les réalités que l'œil humain, cet organe arrogant et insuffisant, ne peut voir. Dans cette eau claire se cache une armée microscopique, Giardia lamblia, des parasites, chacun caché dans un kyste blindé, attendant de planter leurs crochets dans les parois de vos intestins. Ils sont patients. L'acide de votre estomac n'est pour eux qu'une légère douche. Encore plus petits que les giardia, résistants au chlore, ces minuscules monstres sont un véritable cauchemar à éliminer. E. coli et Campylactère, ce ne sont pas seulement des noms, ce sont les messagers de votre apocalypse imminente. La clarté n'est pas synonyme de propreté. La clarté signifie uniquement et exclusivement la transparence. Lorsque vous buvez cette eau, vous buvez en fait l'eau qui se trouve à 3 km en amont de la rivière. Peut-être qu'à 2 km en amont, un sanglier gonflé est tombé dans l'eau, s'est noyé et se décompose maintenant lentement sur la rive. Tous les liquides putrides qui s'écoulent de cette carcasse se mélangent à votre eau cristalline. Peut-être que 5 km en amont, des métaux lourds s'écoulent dans l'eau depuis une ancienne mine abandonnée. Ou pire encore, peut-être qu'il y a seulement 1 heure, un autre touriste amoureux de la nature a fait ses besoins à 10 mètres en amont de la rivière. L'eau qui coule ne se purifie pas d'elle-même. C'est une ligne de TGV à grande vitesse pour les agents pathogènes. Le courant ne tue pas les microbes, il transporte simplement les saletés plus rapidement, plus loin et plus longtemps. Mécanisme de mort, la torture biologique de la déshydratation. Ne considérez pas cela comme un simple petit mal de ventre ou une tourista. Dans le monde moderne, avoir la diarrhée chez soi signifie passer un week-end ennuyeux. Vous restez près des toilettes, vous buvez de l'eau potable, vous regardez des séries et ça passe. Mais dans la nature sauvage, dans un scénario de survie, une maladie d'origine hydrique est un ordre d'évacuation donné par votre corps. Lorsque les premiers symptômes apparaissent, il est déjà trop tard. Les crampes d'estomac vous plient en deux. Vous avez l'impression que des couteaux rouillés tournent dans votre ventre. Puis,
La déshydratation commence. Votre corps commence à perdre violemment du liquide par les deux extrémités, afin d'éliminer le poison qui s'y trouve. Voici le calcul mathématique qui vous tue. Votre corps perd de l'eau et des électrolytes à un rythme beaucoup plus rapide que ce que vous pouvez ingérer par la bouche. Vous buvez de l'eau, vous vomissez. Vous buvez de l'eau, vous la rejetez sous forme de diarrhée. C'est ce qu'on appelle le train de la déshydratation. En quelques heures, vos muscles refusent de fonctionner. Vos jambes perdent toute leur force. Votre cerveau est envahi par un épais brouillard. Vous perdez votre sens de l'orientation. Lire une carte simple devient aussi difficile que résoudre un problème de physique quantique. Votre capacité à prendre des décisions s'effondre. Et dans cet état de faiblesse, tremblant, couché dans vos propres excréments et vomissures, vous devenez la proie de tout ce qui se trouve dans la forêt. La température de 5 degrés que vous pouviez facilement supporter hier vous plonge aujourd'hui dans l'hypothermie, car un corps déshydraté ne peut pas réguler sa température. Cette petite côte que vous pouviez gravir hier vous semble aujourd'hui aussi impossible à franchir que l'Everest. Les maladies d'origine hydrique ne vous tuent pas directement. Elles ouvrent grand la porte aux autres tueurs et les invitent à entrer. Le véritable protocole. La paranoïa vous sauve. Il n'y a qu'une seule règle, et cette règle est écrite avec du sang. Toutes les sources d'eau sont ennemies, jusqu'à preuve du contraire. Chaque goutte, sans exception. Ça a l'air très propre, n'est pas une stratégie de survie, mais le titre d'un rapport d'autopsie. Dire « j'ai trouvé la source » ne garantit pas que cette source n'a pas été contaminée par une fuite de fosses septiques lors de son passage sous terre. Méthode numéro 1. La cuisson est divine. C'est la solution la plus primitive, la plus fiable et la plus sûre. Une ébullition bouillonnante et mousseuse. 1 minute à niveau de la mer. Si vous êtes dans les Alpes, à plus de 2000 mètres d'altitude, 3 minutes. Ce processus tue. Les kystes de Giardia éclatent. Le cryptosporidium se désagrège. Les bactéries sont cuites. Les virus disparaissent. Personne n'y échappe. Cela ne nécessite aucune technologie. Juste un récipient métallique, même une boîte de conserve fera l'affaire, du feu et de la patience. Vous ne pouvez pas faire de feu? Alors vous avez besoin d'une véritable filtration. Je ne parle pas de ces filtres à charbon bon marché qui ne font qu'améliorer le goût de l'eau. Vous avez besoin d'un filtre professionnel spécialement conçu pour les bactéries et les protozoaires, avec des pores de 0,2 microns ou moins. Ou la guerre chimique, des comprimés d'iode ou de dioxyde de chlore. Suivez les instructions avec la rigueur d'un pharmacien. Attendez que le comprimé se dissolve dans l'eau, attendez le temps indiqué, généralement entre 30 minutes et 4 heures. Ne dites pas « j'ai très soif, 10 minutes suffisent ». Ces 20 minutes d'impatience pourraient vous coûter la vie. Vous n'avez pas de filtre? Vous n'avez pas de comprimé? Vous n'avez pas de feu? Alors ne buvez pas cette eau. La soif est vraiment pénible. Votre langue colle à votre palais, votre tête vous explose. Je ne minimise pas cela. Mais la soif ne vous tuera pas dans les 30 prochaines minutes. Il lui faudra des jours pour vous tuer. La dysenterie, quant à elle, vous tuera lentement au cours de la semaine à venir en vous humiliant et en vous faisant souffrir le martyre. Choisissez bien votre souffrance. Une gorge sèche ou des intestins défaillants. À vous de choisir. Mythe numéro 4. Le protocole de déficit calorique. La panique semble productive. Vous devez constamment faire quelque chose. Changeons le scénario. Vous êtes perdu. Vous êtes dans la forêt. Le soleil se couche et la température baisse rapidement. Vous entendez le tonnerre au loin. Une tempête approche peut-être. La voix primitive en vous, votre cerveau d'homme des cavernes, se met à crier. Faites quelque chose, agissez, construisez un abri, construisez un endroit sûr. Et la panique est le pire ennemi de l'homme moderne. Car la panique donne l'impression d'être productive. La panique donne l'impression de faire quelque chose. Vous vous mettez donc au travail. Vous trouvez un bon endroit, vous sortez vos couteaux, vous commencez à couper de petits arbres. Vous traînez et transportez des troncs, vous tressez des branches. Vous essayez de construire une cabane cool avec un toit et des murs, comme celle que vous avez vue dans les vidéos Bushcraft sur YouTube qui comptent des millions d'abonnés. Vous travaillez sans relâche pendant 3 heures, peut-être 4 heures. Malgré le froid, vous transpirez. Vos mains sont griffées par les branches, vos ongles sont remplis de terre. Finalement, vous reculez pour admirer votre œuvre. Vous êtes fier. Voilà, dites-vous, je suis un survivant. J'ai dominé la nature. Savez-vous ce que je vois quand je vous regarde du haut de cet arbre?
Je ne vois pas quelqu'un qui a dominé la nature, mais un homme qui a échoué. Vous venez de brûler 1500 calories que vous ne pourrez jamais récupérer, pour un campement temporaire que vous quitterez probablement demain matin. C'est comme perdre une fortune au jeu en une seule nuit. Mécanisme de la mort, erreur de calcul biologique. Votre corps a un budget énergétique quotidien. C'est comme l'argent sur votre compte bancaire. Lorsque vous vous réveillez, vos muscles et votre foie contiennent une quantité limitée de sucre. Dans le froid, chaque mouvement a un coût. Respirer consomme des calories. Trembler consomme des calories. Même penser consomme des calories. Mais soulever des bûches lourdes, transporter des branches humides, c'est une dépense énorme qui réduit votre compte énergétique à 0, puis à moins. Que se passe-t-il lorsque le compteur atteint 0 ? Votre corps appuie sur le bouton d'alarme. C'est ce qu'on appelle la gluconéogénèse. Votre corps commence à manger ses propres tissus afin de maintenir un taux de sucre stable dans le sang. Il commence par décomposer vos tissus musculaires. Il transforme les protéines en sucre. Ainsi, en construisant cet abri, vous avez en fait utilisé les muscles de vos jambes comme carburant. Résultat, votre système immunitaire s'effondre. Vos fonctions cognitives sont au point mort. La régulation de votre température corporelle est perturbée. Et le pire, vous avez tellement transpiré que vos sous-vêtements sont trempés. Maintenant, cette sueur refroidit et commence à vous geler de l'intérieur. Quelle ironie! En construisant un abri pour vous tenir chaud, vous avez transpiré et vous êtes assuré d'être en hypothermie. L'activité vous donne l'impression de survivre. Au moins, j'ai essayé, vous dites-vous. Non. En réalité, ce que vous faites, c'est vous affamer l'eau ralentie en faisant des efforts supplémentaires. Le vrai protocole, la paresse est une vertu. Cela peut vous sembler étrange, mais la première chose à faire dans une situation de survie est la suivante. Stop. Arrêtez. C'est à la fois une action et un acronyme. Asseyez-vous. Arrêtez-vous physiquement. Posez vos fesses par terre. La panique est un mouvement sans but. C'est votre cerveau qui se trompe en se disant « je fais quelque chose ». Brisez ce cycle. Réfléchissez. Ne soyez plus réactif. Soyez analytique. Qu'est-ce qui va vous tuer à l'instant présent ? Les ours ? Non. La faim ? Non. La seule chose qui va vous tuer dans les 6 prochaines heures, c'est l'hypothermie. Observez. Regardez autour de vous. Ne partez pas de zéro. Explorez. Planifiez. Comment obtenir une protection maximale avec un minimum d'énergie ? La nature a déjà fait 90% du travail. La plupart des gens ne le voient pas parce que l'envie de construire est très forte. Regardez autour de vous. Y a-t-il un grand rocher qui bloque le vent ? Y a-t-il un groupe de pins touffus, aux branches tombant jusqu'au sol, dont le sol est sec et protégé ? Y a-t-il un gros tronc d'arbre renversé ? Votre mission n'est pas de construire un palais. Votre mission n'est pas de montrer vos talents en bushcraft. Votre mission est de conserver votre énergie. Améliorez ce qui existe déjà. Appuyez quelques branches contre le tronc renversé. Couvrez-le avec votre couverture de survie. Réfugiez-vous sous le sapin et protégez-vous du vent en entassant de la neige autour. En dépensant seulement 10% de votre énergie, vous obtiendrez 80% de la protection dont vous avez besoin. Conservez le reste de votre énergie pour réchauffer votre corps et garder votre esprit alerte. N'oubliez pas, les animaux les plus intelligents de la forêt ne construisent pas de palais. Ils trouvent le nid le plus approprié et s'y installent. Les ratons laveurs le savent, les renards le savent. Seuls les humains pensent qu'ils survivront en combattant la nature. Mythe numéro 5. Le syndrome du Gucci tactique. Fausse information. C'est l'équipement le plus cher et de la meilleure qualité qui vous sauvera. L'industrie de la survie est un mensonge qui rapporte des milliards de dollars. Pendant des années, on vous a vendu l'idée suivante. Si vous voulez être en sécurité, vous devez acheter. Plus vous dépensez d'argent, plus vous avez de chances de survivre. Et vous avez mordu à l'hameçon. Vous avez utilisé vos cartes de crédit jusqu'à leur limite. Vous avez acheté ce sac à dos tactique à 400 €, recouvert de filets molles et muni de sangles partout. Vous avez enfilé des vestes ornées des cuissons Special Forces. Vous avez accroché à votre dos des panneaux solaires pliables. À votre ceinture, des couteaux en titane à 200 €. À votre poignet, d'énormes montres GPS qui affichent votre pouls et l'état de la bourse. Vous êtes prêt, vous êtes équipé. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous sentez comme un membre perdu de la Légion étrangère française. Mais quand je vous regarde depuis le sommet de cet arbre, savez-vous ce que je vois ? Je ne vois pas un soldat, je ne vois pas un héros, je vois un coffre au trésor ambulant. Mécanisme mortel, ciblage sociologique. Dans un scénario de collapse, dans ce monde chaotique où il n'y a plus de loi et où la police ne viendra pas, votre équipement coûteux est un panneau publicitaire. Ce panneau solaire sur votre dos, il ne sert pas seulement à recharger votre téléphone. Il crie à tous ceux qui se trouvent à portée de vue, à tous les désespérés à des kilomètres à la ronde. « Hé, regardez ici, j'ai de l'électricité.
Si j'ai de l'électricité, j'ai probablement aussi de la nourriture, des antibiotiques et d'autres jouets géniaux qui valent la peine d'être volés. Votre look tactique, ces camouflages, ces bottes militaires, ils ne vous rendent pas dangereux. Au contraire, quand les vrais prédateurs, les vrais bandits vous regardent, ils pensent « ce type a dépensé beaucoup d'argent en équipement. Il est donc riche, mais il est seul. » Et à sa démarche, on voit qu'il n'est pas entraîné, juste enthousiaste. Les gens font un calcul risque-récompense. Quel est le risque de lui prendre ce qu'il a? Qu'est-ce que j'y gagne en échange? Si vous brillez comme un sapin de Noël chargé de 5000 € d'équipement, ce risque sera toujours pris. Avoir l'air bien équipé ne fait pas de vous une cible difficile, mais une cible rentable. De plus, cette confiance aveugle dans la technologie émousse vos compétences. L'équipement est fragile. Que se passera-t-il lorsque ce filtre à eau en céramique à 300 € vous échappera des mains et se cassera? Comment trouverez-vous votre chemin lorsque la batterie de votre montre GPS sera à plat ou que les satellites seront hors service? Pourrez-vous allumer un feu lorsque votre briquet turbojet sera à court de gaz? Votre équipement est devenu votre béquille. Et maintenant, cette béquille est cassée. Vous ne pouvez plus marcher. Le vrai protocole. Soyez l'homme gris. L'homme gris. Faites tout le contraire de ce que le secteur vous a enseigné et de ce que les magazines vous ont martelé. Ne soyez pas la personne la plus cool. Soyez la personne la plus discrète, la plus méprisée, la plus invisible. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'homme gris. Soyez ce personnage effacé, qui se fond dans la foule, qui ne marque pas les esprits, qui ne représente aucune menace, voire qui semble un peu pitoyable. Au lieu d'un camouflage militaire, portez des vêtements ternes, usés et ordinaires. Au lieu d'un énorme sac tactique, utilisez un vieux cartable sale, avec peut-être un autocollant Hello Kitty collé dessus. Ne vous promenez pas avec votre couteau à la ceinture. Cachez-le dans votre poche la plus profonde, de manière à ne le sortir que lorsque vous en aurez besoin. Votre but n'est pas d'inspirer le respect, votre but n'est pas d'inspirer la peur, votre but est d'être oublié. Quand les gens vous regardent, ils doivent se dire « il n'y a rien à prendre ici ». C'est juste un pauvre sans-abri. Ne vous fiez pas à une technologie fragile, mais plutôt à des principes solides. Pensez comme un raton laveur. Nous n'avons pas de GPS ni de veste en Gore-Tex, mais nous survivons, parce que nous savons transformer les déchets en trésors. Votre briquet est à court de gaz? Ce n'est pas grave. Si vous savez allumer un feu avec une pile et un fil métallique, vous pouvez allumer un briquet n'importe où. Votre filtre à eau est cassé? Ce n'est pas grave. Si vous savez fabriquer votre propre filtre avec une bouteille en plastique, un peu de sable et de la poussière de charbon, vous êtes en vie. Vous n'avez pas de tente? Ce n'est pas grave. Avec 2 grands sacs poubelles et des feuilles sèches, vous pouvez fabriquer le sac de couchage le plus chaud du monde. La connaissance ne nécessite pas de piles. Le savoir-faire est indestructible. La compréhension ne peut être volée. Et tu sais ce qui est le plus beau? Personne ne peut voir de l'extérieur que ce trésor se cache dans ton cerveau. Pour eux, tu n'es qu'une ombre passive, une tache grise inoffensive. Les meilleurs survivants de l'histoire n'étaient pas ceux qui avaient le plus d'équipement. C'étaient ceux qui ressemblaient à des réfugiés, ceux qui agissaient en silence, ceux qui ne faisaient pas de vagues, ceux qui faisaient oublier leur présence. Sois l'homme gris, aie l'air faible, aie l'air stupide, mais sois toujours prêt. Redémarrage du système. Dernier mot. Voilà, j'ai effacé. J'ai nettoyé les 5 virus mortels de ton cerveau. Les écureuils ne sont pas tes guides gastronomiques. Si vous ne le savez pas, c'est du poison. Se réchauffer avec de l'alcool, cette sensation de chaleur est le baiser de la mort. Buvez de l'eau chaude sucrée. Ne vous fiez pas à l'eau claire. La transparence n'est pas synonyme de propreté. Faites bouillir ou mourrez. Ne jouez pas au constructeur. Un effort inutile est un suicide calorique. Arrêtez-vous, observez, installez-vous dans votre nid. Ne te vante pas de ton équipement. Les jouets coûteux font de toi une cible. Sois l'homme gris, sois invisible. Les anciennes règles ne s'appliquent plus. Ces certificats, ces diplômes, ces comptes bancaires, ce ne sont que des morceaux de papier. La physique et la biologie sont désormais les seules lois. Ces lois ne souffrent aucune négociation. Elles n'acceptent pas les pots de vin. Elles ne donnent pas de seconde chance. Tu sais désormais comment survivre. Tu ne penses plus comme une victime, mais comme un raton. Et les autres, ces foules équipées qui courent dans tous les sens, paniquées, se bousculant les unes les autres, elles font partie d'une autre histoire. Peut-être qu'un jour, je te raconterai comment je les observais depuis le couvercle de ma poubelle. Je suis le raton, ses yeux brillants dans l'obscurité. À vous maintenant. Laquelle de ces 5 erreurs avez-vous porté jusqu'à aujourd'hui dans votre sac à dos, au plus profond de votre esprit? Avouez-le dans les commentaires. N'ayez pas peur, je ne vous jugerai pas. Je me contenterai de sourire. Et peut-être que votre honnêteté s'ouvre à la vie de quelqu'un d'autre.